Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Une gueule sculptée pour la télé, un sens de la formule et de ce qui va accrocher, toujours en veste et t-shirt noir. Depuis 30 ans, les Français avaient l'habitude de le voir chaque semaine. À 70 ans, il tire sa révérence. Thierry Ardisson présente sa dernière de Salut les Terriens ce samedi 15 juin sur C8. On vous raconte comment il a réussi l'une des plus belles carrières de la télévision française. Sur le plateau de Tout le monde en parle, l'émission. À mes côtés, Benoît Daragon, journaliste au service télé du Parisien. Thierry Ardisson a des défauts qu'il assume à 100%. Lesquels ? Thierry Ardisson, il est provocateur, il est vénal et il est surtout très mégalo, comme beaucoup d'animateurs télé. C'est vrai qu'à l'entendre parfois, on a l'impression que c'est le troisième frère Lumière qu'il a inventé la télévision, alors qu'en fait, il a eu des très bonnes idées dans ses émissions, mais il les a beaucoup utilisées. Allô Ouais, c'est moi. Ah, ça va Ouais, cool. Bon, t'as vu ce qui se passe là? Tout le monde en parle. Ah non, de quoi tu me parles? Attends, tu rigoles quoi? La radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, l'émission que Thierry Ardisson présente sur France 2 entre septembre 1998 et juillet 2006. Jean Baudelaire, bonsoir. Benoît Daragon, c'est comment Tout le monde en parle? C'est bien, c'est mémorable surtout, ce qui est déjà pas mal pour une émission de télé. Ça fait presque 15 ans maintenant que ça s'est arrêté, on s'en souvient encore, on se souvient Thierry Ardisson des interviews thématiques avec ses questions un peu provocantes, un peu percutantes, et ça a marqué la petite histoire de la télévision. Décrivez-nous le décor. Ça ressemble à la fois à un palais romain avec des colonnes couleur crème et des rideaux bleus, et puis ça ressemble aussi à une piste de cirque, il y a une grande table ronde. Et le public qui participait beaucoup. Et le public, il se levait, il faisait des « oh », il faisait tourner les mains quand on passait à la promotion. Puis on voyait aussi l'assistante réalisatrice qui arrivait pour remplir les verres. Toutes les coulisses de l'émission se voyaient à l'écran, et ça aussi c'était assez nouveau. Comment est habillé Thierry Ardisson ? Thierry Ardisson, c'est l'homme en noir, il est habillé en noir depuis très longtemps. Alors t-shirt noir, veste noire, et ça c'est un costume immuable qu'il porte même dans la vie privée, tous les jours il s'habille comme ça. Qui sont les invités ? Alors les invités, c'est un peu le grand écart, et ça c'est la recette de Thierry Ardisson. Ça veut dire qu'il était capable de recevoir des hommes politiques. On se souvient de Michel Rocard ou d'Édouard Balladur, Mikhaïl Gorbatchev aussi, qui a quand même été sur son plateau, donc des personnalités très importantes, et puis des acteurs, des chanteurs, des acteurs porno. C'est vraiment le grand écart. Il dit tout le temps qu'il faut le curé et la bimbo pour compenser. Est-ce que vous avez en tête des séquences mémorables ? Il y a des séquences mémorables, il y en a plein. L'émission, elle a duré quasiment 10 ans, donc il y en a plein. On se souvient de Mila Jovovich, vous savez, cette actrice du 5e élément de Luc Besson, cette très jolie comédienne qui, quand Ardisson lui parle de son père, jette son verre d'eau et s'en va en furie. On se souvient. Pourquoi quand il lui parle de son père ? Ardisson lui parle du fait que son père est allé en prison pendant 8 ans, et à ce moment-là, elle répond à la question. On sent qu'elle est émue. Parce que votre père a été arrêté pour fraude à l'assurance. Et elle jette son verre par terre et elle quitte le plateau et personne ne peut la retenir. C'est une séquence qui était assez forte. Oui, j'ai perdu mon père pendant 8 ans. On se souvient évidemment de la séquence avec Michel Rocard à qui il ose demander est-ce que Sucé s'est trompé, et Michel Rocard répond bah non. Et Sucé s'est trompé ? Sucé s'est trompé ? Non plus. Non. C'est vrai que c'est assez culotté. Et des séquences, il y en a eu plein, parce que Ardisson, en fait, il a inventé le buzz avant l'heure du buzz, avant l'heure des réseaux sociaux. C'est-à-dire que tous les lundis, à la machine à café, pendant des années, on débriefait les séquences les plus cultes de Thierry Ardisson. Les gens les racontaient sans les avoir vues. C'est aujourd'hui ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quels sont les secrets de fabrication de Tout le monde en parle ? Alors en fait, c'est une émission qui était très préparée. Ardisson, il fait du talk show à l'américaine, c'est-à-dire que les questions sont très écrites. Les réponses, parfois, on a l'impression qu'elles sont écrites aussi. On sait qu'il envoyait à certains invités les questions à l'avance pour qu'ils puissent préparer leurs réponses. Et puis lui, il a tout préparé, donc il n'y a pas beaucoup de surprises dans l'émission. Et puis après, c'est très monté. Oui, c'est une émission enregistrée. C'est une émission enregistrée, souvent 2 jours avant la diffusion, comme ça. Souvent c'est enregistré le jeudi, c'est diffusé le samedi, et le vendredi il s'enferme dans une salle de montage avec un monteur et il coupe tous les temps morts pour que ce soit très rythmé. Et c'est vrai que quand on regardait Tout le monde en parle, et c'est
toujours le cas avec son émission qu'il présentait sur C8, Les Terriens. Une émission où il n'y a pas de temps mort, il se passe un truc toutes les 30 secondes, c'est très très rythmé. Comment ça se passe un tournage de Tout le monde en parle? C'était très très long, interminable. Ça commençait en début de soirée à 21h, ça pouvait finir à 2-3 heures du matin. C'était aussi une des recettes d'Ardisson, c'est qu'il faisait picoler en coulisses les invités en attendant qu'ils rentrent sur le plateau, ce qui fait qu'ils arrivaient sur le plateau parfois dans un état second, en tout cas un peu éméché. Et quand on est un peu méché, on dit les choses qu'on ne dit pas quand on est sobre. Et c'est comme ça aussi qu'il arrivait à faire dire à ses invités soit des choses très drôles, soit des choses qu'ils n'auraient jamais osé dire à jeun dans une autre émission. Il y avait aussi des pétards en coulisses, j'imagine. Thierry Ardisson disait que les invités faisaient ce qu'ils voulaient dans leur loge, en fait. Il dit, nous, on est sur le plateau, on ne vient pas les voir, donc ceux qui veulent prendre des substances illicites prennent des substances illicites. Il y a une anecdote mémorable, c'est Frédéric Becbédé qui venait pour présenter un roman. L'émission devait être en retard, donc il picole, tout le monde est au champagne, mais lui il est à la vodka, et donc forcément quand vous trinquez à quelqu'un qui a pris 3-4 coupes de champagne et que vous en êtes à votre 3e ou 4e verre de vodka, et en fait il a vomi dans la loge, il a jamais été capable de rentrer sur le plateau, et donc il a été réinvité la semaine suivante. Thierry Ardisson a des auteurs pour préparer ses interviews, et il prépare avec grand soin ses petites fiches. Oui, c'est lui qui écrit ses fiches, c'est lui qui prépare ses interviews avec ses équipes, il écrit tout. Il y a ses interviews thématiques, alors ça c'est facile, c'est toujours les mêmes, il suffit de ressortir la fiche, mais il choisit quelle question, quel quiz il va faire à quelle personnalité, et puis surtout, si vous vous souvenez bien, il raconte toute la biographie de son invité, c'est-à-dire qu'il dit bonjour Jules, vous êtes né le temps, vous avez commencé là, et il a vraiment complètement écrit son interview, c'est pas 3 questions posées à la va-vite, préparées en 5 minutes autour d'une table, non, c'est très très préparé. Et à chaque fois, il assure la promo de l'invité, ce que l'invité est venu faire, et puis derrière, il va chercher autre chose. C'est vrai que c'est fou, parce que les gens disent des choses qu'on ne les a jamais entendu parler. Je me souviens d'une interview de Balladur qui est assez mémorable, où il lui parle de son enfance en Turquie, Balladur se raidit, et puis on se rend compte à quel point Balladur est figé, est très austère, et c'est assez révélateur du personnage. À un moment, Balladur dit, vous savez, je pleure rarement, et je pense que ça dégage ce petit côté de cet homme politique qui est effectivement pas un joyeux de rire, et ça apparaît clairement sous nos yeux dans l'émission d'Ardisson. Que va apporter à la télévision française Tout le monde en parle? Il y a un truc qui est assez innovant, c'est le sniper. On connaît tous Laurent Baffy, qui est le meilleur ami de Ardisson, son complice éternel, c'est-à-dire qu'il n'est là que pour débiter des vannes. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens apprennent sur Massimo? Qu'il a baisé une jeune. Et balancer sur l'invité, lui sortir des horreurs. Ce que vous êtes de plus sexy en vous? Elle a dit les yeux. Mais l'autre derrière, il est les couilles. Mettez-vous d'accord. Ou des saillies très pertinentes. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit depuis dans toutes les émissions, même à la radio. Il y a tout le temps des snipers dans les émissions, on en voit partout. Il y a plein de séquences qui sont cultes, il y a plein de phrases. Magnéto Serge. Magnéto Serge. Je pense que tout le monde l'a utilisé. Magnéto Serge. Magnéto Serge. Oui. On ne bouge pas pendant le jingle, ça c'est des phrases cultes de l'émission qu'il répétait 15-16 fois par émission. Il avait un petit clavier, si vous vous souvenez, sous les doigts, et il appuyait lui-même sur des touches qui lançaient automatiquement ces petits jingles sonores, ces petits gimmicks. Et ça, ils restent ils sont descendus dans le langage courant. Pourquoi il faisait ça? Pourquoi il avait son clavier? Il le faisait parce qu'il trouvait que quand il faisait un signe à la régie avec la main, ça mettait 20 secondes à arriver. Donc il trouvait que ça allait plus vite s'il le faisait lui-même. Donc c'est resté comme ça. Puis il y a aussi les fameux blind tests qui concluaient toutes les émissions de Tout le monde en parle. Alors on passe au blind test. Les invités venaient spécialement pour jouer. Il fallait reconnaître juste le chanteur d'une chanson. Et ça partait en fou rire avec plein de mauvaises foi. C'était une des séquences assez drôles. C'était pour ceux qui se couchaient le plus tard parce que souvent c'était à 2h du matin. Cette émission a marqué beaucoup de spectateurs, aussi parfois à cause de dérapages. Lesquels? C'est les limites aussi de Thierry Ardisson, c'est qu'il recevait tout le monde, il recevait des intellectuels, des écrivains, et il ne leur rentrait jamais vraiment dedans. Il les contredisait assez peu. Et donc il y a par exemple cette séquence qui est restée dans les mémoires avec Thierry Messant qui avait écrit un livre pour remettre en cause les attentats du 11 septembre 2001. Et donc Thierry Ardisson le reçoit en majesté et le laisse parler très longtemps. Et à aucun moment, il ne le contredit. À aucun moment, il dit « mais vous racontez quand même n'importe quoi. Il y a des faits qui viennent contredire ce que vous dites. » Et il est en train de répandre sa fake news pendant 20 minutes sur le service public. Et à aucun moment, Thierry Ardisson le remet en cause. Donc ça, c'est la limite de l'exercice. C'est qu'à donner la parole à tout le monde, on donne aussi la parole à n'importe qui. On va revenir tout à l'heure sur Salut les Terriens, qui se termine sur C8. Mais d'abord, on va essayer de mieux
connaître Thierry Ardisson, finalement, même si on le voit depuis une trentaine d'années, on le connaît plutôt mal. D'abord, décrivez-nous sa cantine. Thierry Ardisson, il habite à côté de l'hôtel Le Meurice, c'est rue de Rivoli, en face des Tuileries, c'est un très bel hôtel parisien, un palace. Et il mange là quasiment tous les midis. Enfin, c'est vraiment sa cantine. On lui ouvre grand les portes, il a sa table. Enfin voilà, il est connu comme le loup blanc. Vous l'avez déjà vu dans sa cantine. Voilà, il fait tous ses rendez-vous là-bas, ses interviews avec les journalistes, avec les patrons de chaîne, avec les producteurs. Il produit des films, donc c'est aussi où il rencontre les acteurs. C'est vraiment son bureau, Le Meurice. Au niveau politique, il est monarchiste. Oui. Oui, il est monarchiste, c'est pas banal, puis il l'assume. Il n'est pas d'extrême droite, parce qu'il dit que souvent on associe la monarchie à des mouvements d'extrême droite, lui pas du tout. Alors est-ce que c'est de la provocation ? Moi je l'exclus pas totalement qu'il y ait une part de provocation, mais voilà, il pense que la République est arrivée, s'est installée par accident, et que finalement, sous la Restauration, on a installé une monarchie démocratique un peu sur le système britannique, et il a cette petite phrase qu'il répète tout le temps, à quoi ça sert d'avoir coupé la tête de Louis XVI si c'est pour avoir Nicolas Sarkozy et François Hollande comme président ? On l'a dit tout à l'heure, il aime l'argent et il ne s'engage pas. Ah oui, il a toujours aimé l'argent, il a commencé dans la pub, c'est un fils de pub, Thierry Ardisson, il a gagné beaucoup d'argent, il fait de la télé pour ça, il vient d'une famille qui n'est pas du tout dans le milieu, alors il est souvent associé à quelque chose, presque de l'aristocratie française, avec ses dîners qu'il organisait chez lui, c'était une émission de Paris Première qui s'appelait 93 Faubourg Saint-Honoré, c'était vraiment chez lui, dans son appartement, mais il vient d'un milieu où il est né dans la Creuse, ses parents travaillaient pas du tout dans la télé, son père travaillait dans les travaux publics, donc il a toujours eu envie de réussir, et il y a une espèce de revanche, donc aujourd'hui il gagne beaucoup d'argent, il s'en cache pas, et il aime ça. Qu'est-ce qu'il fait comme études ? Il fait pas d'études en fait, Thierry Ardisson, il a beaucoup bougé parce que son père déménageait de chantier à chantier, donc il a vécu dans la Creuse, il a vécu dans le Massif central, il a vécu en Algérie. Il a débuté un peu par hasard. En fait, il a commencé par des petits boulots. Il s'est retrouvé DJ dans une boîte de nuit à Jouan-les-Pins. C'est un peu son premier job. C'est comme ça qu'il est rentré dans la mini jet set du Sud avant de monter à Paris. Et qu'est-ce qu'il fait à Paris ? À Paris, il avait repéré qu'il était très bon dans le maniement de la langue française pour faire des jeux de mots, pour trouver des choses percutantes. Il avait fait un concours de slogans qu'il avait gagné. Et du coup, pour des choses, c'est thème, et le slogan qu'il avait trouvé, c'est thème un peu, beaucoup, passionnément. Donc, on retrouve ça dans la pub, dans ce qu'il va faire après. Et donc, il descend les Champs-Élysées, il va au drugstore, là où il y a l'agence Publicis, la plus grosse agence de pub parisienne. Il y va, il sonne. Il veut travailler dans la pub. Il veut travailler dans la pub. Et donc, c'est les années 60, donc on trouve du boulot beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Il sonne, il passe un entretien, on lui dit qu'il n'y a pas de place. Alors, il est un peu dépité, donc il descend les Champs-Élysées, sauf qu'il y a une autre agence de pub un peu plus loin qui s'appelle BBDO. Et là, il sonne et il est pris. Et il commence à travailler comme ça dans la publicité. Quels autres slogans il a inventé ? Il en a créé beaucoup. Hein. Oui, il a créé La paire, il n'y en a pas deux. C'est pas mal, ça. C'était une bonne idée. Ou Vas-y, Vaza. Beaucoup de choses comme ça, très percutantes, en jouant avec le nom de la marque. Et puis, il y a toutes les campagnes Ovomaltine, c'est de la dynamite, avec le plongeur dans le champ de blé. Voilà, ça, c'est Thierry Ardisson. J'ai 8 secondes pour vous dire que la barre Ovomaltine, c'est de la dynamique. Quand c'est trop fécond. Ces années pub, c'est aussi une période où il se drogue beaucoup. Oui, c'est les années sombres de Thierry Ardisson. Il va découvrir l'héroïne, il va devenir complètement accro, au point de quitter la France, d'aller vivre à Bali, en Asie. Il va se retrouver au Laos, un moment sans revenu, à faire la manche pour se payer sa dose, et il va falloir qu'il revienne en France, qu'il se désintoxique complètement, et après plus jamais il touchera à la drogue dure. Après, Thierry Ardisson, il fume de temps en temps des pétards, et il le revendique pleinement d'ailleurs. Son agence de pub qui s'appelle Business écrit des articles pour le magazine Rock & Folk, et c'est comme ça que Thierry Ardisson va faire sa toute première télé. Voilà, dans Rock & Folk, il avait une rubrique qui s'appelait Descente de police. Il imaginait des interviews, il interviewait des célébrités comme si elles étaient en garde à vue, et notamment il avait fait beaucoup parler avec une interview de Yannick Noah qui reconnaissait que parfois avant les matchs il fumait des pétards, et qui disait que certains joueurs de tennis prenaient des amphétamines avant les matchs. Et ces interviews pour Rock & Folk, Descente de police, vont être adaptées à la télévision. Voilà, une productrice vient le voir en lui disant que ça ferait une formidable émission. Vous imaginez un people, un décor de commissariat, un animateur qui a un manteau de flic. Ça fait une super émission, et donc l'émission voit le jour en 1985 sur TF1. Ces interviews, finalement, ça ressemble beaucoup aux interviews qu'on connaît de Thierry Ardisson, avec des phrases chocs, des questions chocs. Mais très vite, les hardy views, ce qu'il appelle, c'est-à-dire les interviews avec des questions rituelles qui reviennent à chaque fois, elles sont présentes dès ses premières émissions. Le côté concept, où je vous pose des questions qui n'ont absolument rien à voir avec votre promo, mais qui permettent
de révéler votre vrai caractère et ce que vous pensez. Ça, c'est vraiment le fil rouge de toute la carrière d'Ardisson et de tout ce qu'il va faire en télé. Non, en disant que la nuit, on peut peut-être dire des choses qu'on dit pas le jour, recevoir des gens qu'on reçoit pas le jour, ou au moins les recevoir différemment, disons. Ensuite, dans les années 80, il fera Lunettes noires pour Nuit blanche. Voilà, et puis Bain de minuit, émission qu'il a enregistrée au bain-douche, dans les boîtes de nuit. Voilà, ça c'est des émissions très cultes qui n'ont pas duré très longtemps, mais qui ont marqué les téléspectateurs. C'était très innovant de sortir de la télé à papa. On était quand même dans les années Guilux, on était de Léonce Zitrone, on n'était pas du tout là-dedans. Et il y avait ce jeune mec qui faisait des trucs totalement barrés dans des boîtes de nuit. Et chez toi, ta femme, elle t'appelle Vincent ou Alice? Non, le plus souvent, elle m'appelle stupide, ou elle me dit hey, connard, tu t'amènes? Qui s'adressait aux jeunes téléspectateurs, et ça s'est fait totalement remarquer. Qui est-ce qu'on voyait comme invité à l'époque? Parfois les mêmes que chez Drucker. On voyait Jeanne Masse, on voyait Serge Gainsbourg, mais ils disaient pas les mêmes choses. Ils étaient en roue libre et ils étaient beaucoup plus authentiques chez Ardisson qu'ils étaient chez Michel Drucker ou chez Guilux. Et te poser une colle. Et comme t'es pas con, tu m'as sûrement envoyé une vanne. Qui a coulé le Titanic? Iceberg. Encore un juif. Entre ces émissions jugées, branchées et Tout le monde en parle, Thierry Ardisson va connaître une traversée du désert. Oui, il lance plein de trucs qui marchent pas trop, voilà, comme beaucoup d'animateurs. Hein. Il sent tout d'un coup, il est plus dans l'œil du tigre. Puis en plus, Ardisson, comme il vient de la pub, il veut tout le temps être dans l'air du temps, être totalement raccord avec ce que pensent les gens. Et donc voilà, il le vit assez mal de sembler être déconnecté. Et puis il relance une émission qui s'appelle Paris Dernière, qui est devenue absolument culte, où il se balade dans Paris avec une caméra, on le voit pas, et filmer quelque chose qui l'intéresse beaucoup, le monde de la nuit, les clubs échangistes, tous ces genres de choses qu'il aime beaucoup, qu'il connaît très bien. Et là, il va tout d'un coup renouer avec le public jusqu'à revenir sur France 2 avec Tout le monde en parle en 98. Décrivez-nous Paris Dernière, à quoi ça ressemblait cette émission? Mais Paris Dernière, en fait, c'était une caméra subjective, c'est-à-dire qu'on voyait la caméra, mais on voyait pas la personne à l'écran. Donc, quand Thierry Ardisson interviewait quelqu'un, on ne voyait que la personne qui était interviewée. Et il se baladait dans Paris, il faisait 5-6 lieux par soir. Et donc, il allait rencontrer des people au restaurant. Puis tout d'un coup, à la fin, il y avait toujours une séquence un peu plus chaude à la fin de l'émission. On se retrouvait dans une boîte de nuit, dans un club échangiste, avec des prostituées. Et il posait des questions de fin de soirée à des gens. Bonsoir. Tu fais la gueule? Et ça crée une petite atmosphère un petit peu différente qui faisait que là encore, les invités disaient des choses qu'on n'entendait pas ailleurs à la télévision. C'est complet. Ah! Mais qu'est-ce que tu vas faire ici? Déshabille-toi immédiatement. Déshabille-toi immédiatement. Allez. Voilà, vas-y, mon J'ai pas mis le slip. Et c'est donc Paris Dernière qui permet à Thierry Ardisson de relancer sa carrière d'animateur avec l'énorme succès de Tout le monde en parle. Benoît d'Aragon, pourquoi est-ce que Tout le monde en parle s'arrête en 2006? En 2006, il y a un nouveau patron à France Télévisions, il s'appelle Patrick de Carolis, que les Français connaissent bien parce qu'il présentait Des Racines et des Ailes. Et Patrick de Carolis, il avait décidé que les animateurs de France Télévisions ne travailleront plus qu'à France Télévisions et que c'était terminé parce qu'à l'époque, tous les animateurs avaient des émissions sur Paris Première, sur le câble et le satellite, qui étaient très puissants à l'époque. Et donc, ils disent, c'est fini. Vous devez choisir, c'est eux ou nous. Donc, vous avez des gens comme Laurent Ruquier qui décident d'arrêter ses émissions pour se concentrer sur France 2. Et Thierry Ardisson, il ne veut pas choisir. Il vit ça comme une attaque personnelle. Il le vit très mal. Et donc, il décide d'arrêter. Tout le monde en parle pour continuer son émission de Paris Première, qui est à l'époque 93, Faubourg Saint-Honoré. Et que se passe-t-il là pour Thierry Ardisson? Il est directement débauché par Canal+, qui lui propose de présenter le samedi soir à 19h, de présenter une émission. Au départ, il voulait faire un 7/7 déjanté, mais en fait, très vite, il a fait une version, un peu plus calme de Tout le monde en parle. La ressemblance est quand même flagrante. On retrouve toujours ces interviews thématiques, un peu toujours les mêmes invités avec ce dosage intellectuel, artiste et bimbo. Ça s'appelle donc Salutaires qu'il anime à partir de 2006 sur Canal+, puis sur C8. En termes d'audience, est-ce que ça a marché ? Oui, ça fait tout de suite 1 million de téléspectateurs. Alors à l'époque, sur Canal, la star, c'est le Grand Journal, c'est Michel Denisot, qui fait plus de 2 millions de téléspectateurs. Donc Thierry Ardisson n'est pas dans la lumière. Et puis après, il va passer sur C8. 1 million de téléspectateurs aujourd'hui, c'est beaucoup pour une chaîne de la TNT. Mais l'émission avait un peu vieilli. Qu'est-ce qui va conduire à l'arrêt de l'émission ? C'est un bras de fer financier avec le groupe Canal+, et Vincent Bolloré. Vincent Bolloré a demandé à Thierry Ardisson de revoir à la baisse son budget. Thierry Ardisson a estimé qu'avec le budget qu'on lui proposait, il pouvait plus faire l'émission qu'il avait envie de faire, qu'on lui demandait de faire de la télé low cost. Et donc il a refusé, il a claqué la porte. Plutôt que de faire de la télé au rabais, il a préféré tout simplement quitter le groupe Canal après 13 années de bons et loyaux services. Vincent Bolloré qui est donc le
président du groupe Vivendi qui possède Canal+. Thierry Ardisson, il n'a jamais eu peur des dirigeants de chaîne. Non, il le connaît depuis longtemps, Vincent Bolloré. Ils se connaissent depuis des années, puisqu'ils viennent tous les deux du monde de la publicité. Ardisson l'a vu changer, l'a vu prendre le contrôle du groupe Canal+. Il n'a jamais combattu Vincent Bolloré. Il s'est jamais vraiment opposé à sa mainmise dans le groupe Canal. Mais voilà, aujourd'hui, il est un peu en guerre. Il dit à quoi ça sert d'être milliardaire si on peut pas s'offrir Thierry Ardisson. Voilà, toujours un petit côté mégalo chez Thierry Ardisson qui fait que voilà, il estime qu'on le paye pas assez et qu'on n'a plus envie de lui. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin de sa dernière émission ? En fait, il n'a pas fait d'adieu parce que les émissions n'étaient pas enregistrées dans l'ordre. Donc la dernière qu'il a enregistrée n'était pas la dernière diffusée. Donc il est parti un peu sur la pointe des pieds. Mais à la fin de l'enregistrement de la dernière, à laquelle on a assisté, il s'est mis à danser avec ses équipes, les larmes aux yeux. Thierry Ardisson, c'est quelqu'un qui pleure assez facilement. On le voit souvent dans les interviews, il a les larmes aux yeux. Des moments qu'on n'oubliera jamais. Ces moments, ils seront inoubliables pour moi. Quoi qu'il arrive, je ne vous oublierai jamais. Merci à tous. Et là, il a remercié les équipes, il a fait un vibrant plaidoyer pour la télé de qualité. Il a dénoncé la télé low cost qui, petit à petit, prenait la main sur l'ensemble des chaînes. Et évidemment, après, comme avec Thierry Ardisson, la fête fait partie de la vie. Tout s'est fini dans des coupes de champagne. Il a près de 70 ans. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Pour l'instant, il ne sait pas. Après Thierry Ardisson, il produit des films de cinéma, il a des projets de séries, donc il ne va pas être au chômage. C'est quelqu'un qui va bosser jusqu'à la fin de ses jours. Mais pour l'instant, en télévision, pour des talk-shows, il n'a pas de projet. Benoît d'Aragon, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Thierry Ardisson, il aura formidablement réussi à la télévision. Oui, 30 ans de télévision, au premier plan, il y a beaucoup d'animateurs qui l'envient, bien sûr. Et puis surtout, voilà, ce petit DJ de Jouan Lépin, aujourd'hui, fait partie du panthéon de la télévision, à côté de Michel Drucker, de Yves Mourouzi, de Philippe Bouvard et de Léon Zitrone. Merci à Benoît d'Aragon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production et montage, Jeanne Boézek. Réalisation et mixage, Julien Moncouquiole. Les épisodes de Code Source sont disponibles sur Spotify, Deezer, YouTube et bien sûr sur toutes les applications de podcast. Vous pouvez nous écrire codesource@leparisien.fr.